Bonjour Diane, heureux de vous revoir. Jean Bonjour, aussi. Il manque Eric qui est retenu en province. Bon, eh bien, Alors, on attaque. Nous commençons nos questions par les élections présidentielles. Pouvez-vous revenir sur la cabale que subit actuellement François Fillon? Selon vous, à qui profite cet acharnement médiatique? Oui, alors cabale, l'acharnement médiatique, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un montage de toutes pièces. C'est très intéressant comme histoire d'ailleurs. Et là, on touche du doigt à la vieille formule de Voltaire, mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. Et on voit très bien que ça laisse des traces dans les petites cervelles des Français qui regardent leur TV tous les soirs et qui avalent comme une éponge la dite information. Alors, qu'en est-il de cette histoire-là? Alors, apparemment, le parcours de cette information part d'un certain Thomas Cazenave, pas Cazeneuve comme l'autre, Cazenave, qui a été directeur de campagne, directeur de cabinet, d'Emmanuel Macron, quand il était au ministère des Finances, qui transmet des documents du ministère des Finances. Et il est évident que toutes ces données chiffrées, ou soi-disant chiffrées, qui ont été quelque peu tripatouillées, ne pouvaient venir que du ministère des Finances. Les chèques et ceci et cela, ça ne pouvait... Il n'y a que le ministère des Finances qui pouvait connaître ça. Qui transmet ces données à Hollande, qui examine les documents, et qui lui dit, faites-en bon usage. Et le Thomas Cazeneuve transfère ça à un autre. En fait, ce sont tous d'anciens potes de l'ENA. Ça tourne autour de l'ENA. Qui transfère ça donc à un autre de ses condisciples de l'ENA. Comment il s'appelle déjà? Gaspard Ganzer. Qui a été un des soutiens de Dominique Strauss-Kahn. Donc on voit tout le parcours. Le lien, et qui prend rendez-vous avec le chef de rédaction du Canard enchaîné, qui s'appelle Michel Gaillard, je crois, si mes souvenirs sont exacts. Et il lui donne les documents. Et à partir de là, commence à monter cette mayonnaise de ces soi-disant infractions imputées à Madame Fillon, aux enfants de François Fillon, qui l'auraient employé pour... Bon, alors, le problème, c'est que tout cela est légal. Oui. Et que sur toutes les sommes que et son épouse et ses enfants ont touchées, d'abord ce sont des sommes qui sont allouées par l'Assemblée nationale, ou par le Sénat, s'ils travaillent au Sénat, tout ce qui est le plus légal. Et ils ont payé des impôts là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on veut de plus ? C'est vraiment le montage à partir de rien. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est tellement démonstratif de ce qu'est en réalité la démocratie que l'on manipule les foules sur des mensonges, sur des montages informatiques frauduleux. Voilà. Et donc à qui profite Alors, qui profite le crime? Il faut voir quelle est l'affiliation de l'information. Macron est bien entendu. Et visiblement, Hollande soutient Macron. Et je voudrais revenir d'ailleurs à ce sujet-là, indépendamment de Macron, mais c'est connexe. Vous vous rappelez des tripatouillages qu'il y a eu entre le premier tour, au moment du premier tour des primaires de la gauche? Cette montée, cette descente, sans que ça change les pourcentages. Je suis persuadé, je n'ai pas de données particulières là-dessus. Si un de ceux qui écouteront cet entretien a quelque chose, je serais heureux d'avoir quelque chose de précis, mais mon intime conviction, comme on dit, c'est qu'on a tripatouillé les chiffres du premier tour de la primaire à gauche pour que Valls soit éliminé. Non, que Valls soit là. Au lieu de Montebourg. Ah oui. Au lieu de Montebourg. Qui a fait un score ridicule. Or, et je veux rebondir là-dessus, qui a poussé à la vente, pour une bouchée de pain, de Alstom à General Electric américaine? Macron. Alors que Montebourg était contre.
et s'est fait pousser dehors pour que Macron puisse prendre la place de Montebourg au ministère. Donc voilà comment tout ça est bien ficelé et on voit les tenants et aboutissants. C'est pour ça que je vous dis que je pense que il y a eu tripatouillage des chiffres au premier tour des primaires de la gauche pour que Montebourg ne soit pas là et que ce soit Valls qui prenne la place. Oui, il n'aura pas fait long feu, quoi. Ah, il n'aura pas fait long feu, bien entendu. Je crois que même des gens de gauche, quand ils voient sa gueule haineuse, ils prennent peur. Cet homme, c'est un bloc de haine. Ouais, la frousse, surtout. Hein? C'est un froussard, quoi. Ah non, mais s'il n'avait pas tout l'appareil de l'État contre lui, et puis alors, bon, il faut voir. Alors, on sait utiliser les forces de l'ordre contre les mères de famille, les bons grands-pères, etc., et les enfants qui défilent pour la manif pour tous. Mais quand il s'agit de réprimer les manifestations des comment ils s'appellent, ceux qui ont fait tant de bazar, c'est Nuit debout. Donc voilà, on voit très bien la force, comment ils l'utilisent. Voilà, je pense avoir répondu. Alors il y a une chose que je voudrais relever tout de même qui m'a fait plaisir, parce que je retrouve un certain discours chez Fillon, que nous tenons, c'est quand Fillon a dit que Macron était un gourou du système. Oui, ils emploient tous le terme système. Ah oui, d'accord, mais enfin, ces derniers temps, le premier qui utilisait le terme système dans notre sens, c'est Fillon. Alors justement, existe-t-il encore ce qu'on appelle le système et ce qu'on appelle le politiquement correct? Oui, bah évidemment, politiquement correct est toujours là, c'est évident. Politiquement correct, c'est ce que veulent ceux qui tiennent tous ces partis politiques. Et rappelez-vous l'histoire du référendum que Chirac avait eu l'imprudence de promouvoir sur la Constitution européenne. Les Français l'ont rejeté, et le petit Sarkozy n'a eu de cesse que de rectifier la chose par le traité de Lisbonne. Donc les élections ne sont bonnes que quand ça convient à ceux qui dirigent en sous-main la politique. C'est ça la démocratie, inorganique. Que pensez-vous de la ligne politique de Boulevard Voltaire de Robert Ménard dans l'affaire Fillon? Eh bien, je le trouve absolument détestable. J'ai relevé plusieurs trucs. Alors, de temps en temps, il y a eu des articles qui étaient corrects, mais d'autres, et notamment un d'une certaine Marie Delarue, si mes souvenirs sont exacts, mais ignoble contre Madame Fillon. Et puis alors, le fameux magistrat honoraire, le Philippe Bilger, qui est un personnage, mais je ne sais pas de quelle loge il est, mais il doit être d'une loge, c'est pas possible autrement, qui a sorti une tirade, mais vraiment, on se demande d'où il sort ça. Disant que pour lui, Valls c'était Cyrano, et qu'il avait la tendresse pour lui. Dans Boulevard Voltaire. Alors vous vous rendez compte ? Qu'est-ce que c'est que cette alliance de soi-disant gens de droite, genre Ménard, qui fait du racisme primaire dans son coin à Béziers, et qui trouve les plus beaux compliments pour bon, je ne vais pas dire de gros mots, ça risquerait de me retomber sur la figure, au sujet de Valls. C'est Racine qui ressort peut-être, parce que Ménard était médecin sans frontières, non? Comment ? Robert Ménard, il vient pas de Reporters sans frontières, pardon. Tout à fait. Il a commencé à l'extrême gauche. Et à mon avis, il en reste des traces. Il doit y avoir de vieux copinages que l'on ne connaît pas. Mais là, je mets en garde contre Robert Ménard et le boulevard Voltaire. Alors en plus de ça, c'est un bulletin qui tourne en autre boudin maintenant. Alors il vous parle de tous les trucs, les matchs de football, les petits trucs. C'est du... Primaire. C'est n'importe quoi. Du fait divers. Il fait fait divers, des chiens écrasés, des trucs comme ça. Mais alors là, je vous dis, le truc, cet article de cette Marie Delarue, je ne sais pas qui c'est, si c'est son prénom ou pas, mais c'était particulièrement ignoble. Alors, que dire de Macron et de ceux qui le soutiennent, les Cohn-Bendit, Julien Drey, Attali, Alain Minc, Claude
Bébar, BBA. BBA. EBA, voilà. Xavier Niel, Marc Simoncini, Simoncini. Patrick De Draghi. mythique, si mes souvenirs sont exacts. De ça, mythique. la Hein. société Mythique, hein, les lieux de rencontre, tatati, tatater. Thierry Pêche de Oui. Terrano. Bon, ben vous en oubliez un et pas Patrick le Pas moindre. petit, oui. Patrick Et il manque Pierre Berger. Ah oui. Ah bah c'est voilà, vrai. Pierre Berger. Il manque Pierre Berger, voyons. Le Ah principal. bah qui, ouais. Donc Ah, voilà, bon. ça décrit Macron. C'est le- Voilà, c'est cette pourriture qui entoure Macron, qui se ressemble, ça semble. Alors Emmanuel Les Macron pourrisseurs. il aurait d'ailleurs financé sa campagne avec l'argent du ministère de l'économie. Est-ce que vous avez un commentaire à ce sujet? J'ai un commentaire, et d'ailleurs il y a un livre qui est sorti dernièrement, ou qui va sortir très prochainement, dont on a déjà les bonnes feuilles, c'est pour ça qu'on commence à en parler dans la presse. Ce sont deux journalistes, je n'ai pas les noms en tête, mais qui révèlent que Macron, quand il était encore au ministère de l'Intérieur, s'est servi de l'argent du ministère pour commencer sa campagne électorale, et qui passait plus de temps à recevoir des gens en fonction de sa campagne électorale que de travailler pour le ministère. Donc voilà le personnage. Et puis ne pas oublier quand même que non seulement il vient de la banque Rothschild, mais qu'il était associé à la banque Rothschild. Alors pour être associé à la banque Rothschild, il faut tout de même avoir quelques petits sous. D'où vient l'argent? Et pourquoi aller le prendre à cet endroit-là? Comment? Et pourquoi aller le prendre à la source? Voilà l'engeance, il faut le savoir. Alors Marine Le Pen estime qu'elle a plus de chances d'affronter Emmanuel Macron au second tour que François Fillon. Le duel sera entre patriotes et mondialistes, dont l'ancien ministre de l'économie est le symbole. La raison, selon elle, est que François Fillon est un mondialiste honteux, alors que Emmanuel Macron est un mondialiste décomplexé. Décomplexé. Ouais. Bon. Marine Le Pen, c'est tout de même un curieux animal politique. Oui. Alors, que Macron soit un mondialiste décomplexé, ça je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je reviens sur l'histoire de la vente de Alstom, l'une des branches de Alstom à General Electric. C'est vraiment les intérêts de l'étranger avant les intérêts français. Et surtout l'emploi des Français. Mais en ce qui concerne Fillon, je ne suis pas d'accord avec son analyse, parce que Fillon a dit des choses très dures, et vis-à-vis de la communauté européenne, notamment à partir au sujet du tribunal, je ne sais pas quel est le nom de ce bidule là, un truc européen qui impose les lois voulues par Bruxelles aux nations, notamment la France. Et c'était à propos de la gestation pour autrui. Il avait dit que si cette entité bruxelloise continue à vouloir imposer ça à la France, eh bien la France n'aurait qu'une seule solution, c'est en sortir. Tout de même pas très mondialiste ça, puisqu'on sait que l'Europe communautaire est une des étapes du mondialisme. Et si on n'a pas pris le temps de noter au fur et à mesure un certain nombre de déclarations de Fillon, on est amené à tomber dans les pièges que l'ennemi nous tend pour nous détourner de lui. Et je pèse bien mes mots. Parce qu'il y a un certain nombre de choses. Je voudrais encore rappeler par exemple ce qu'il avait dit au sujet de l'école, de l'éducation dite nationale. Quand il regrettait que les programmes scolaires aujourd'hui, ça ne date pas simplement de Najat Belkacem, bien avant aussi, qu'on a évacué tous les symboles de ceux qui ont constitué la France, de Clovis à Jeanne d'Arc et compagnie. C'est pas tout à fait une démarche mondialiste, ça. Donc, attention, et on voit très bien comment dans nos milieux, par exemple Boulevard Voltaire dont on parlait à l'instant, vous avez dans nos milieux des individus qui sont là pour travailler nos milieux, pour donner un certain éclairage sur Fillon, parce que pour que Macron puisse l'emporter, non seulement pour qu'il soit au deuxième tour, mais qu'il puisse être élu président de la République, il faut d'abord que Fillon soit obligé de dégager. Donc, pour eux, l'homme à abattre, c'est Fillon. c'est Fillon. Oui. C'est élémentaire.
Et quand Marine Le Pen dit que, enfin ce que vous avez cité tout à l'heure, mais elle n'a rien compris. Elle n'a rien compris. Face à Macron, elle n'a aucune chance. Ah oui, ça c'est sûr. Elle n'a aucune chance. Ce sera l'union sacrée des Républicains autour de Macron contre elle. Et elle n'a rien compris. Et pour sauver la démocratie. Et bien entendu, pour sauver la démocratie. La démocratie, entre guillemets. Donc, que pensez-vous de l'évolution des déclarations de Marine Le Pen, notamment sur la peine de mort ou encore la communauté européenne? Eh bien, apparemment, elle édulcore. Toujours dans cette obsession de se dédiaboliser, de se normaliser, etc. Bon, rappelez-vous ce que je disais il n'y a pas tellement longtemps, que je répète d'ailleurs assez régulièrement, que le Front National ne nous intéresse, nous, en tant que nationalistes, que comme explosif éventuel pour faire sauter l'Europe. Mais au train où elle va, à force de tout édulcorer, ça va être un pétard mouillé comme explosif. Oui, elle va faire exactement. Mais donc vous ne pensez pas que Marine Le Pen puisse accéder dès le premier tour? Je pense qu'elle sera au deuxième tour. Je pense qu'elle sera au deuxième tour. Si elle est contre Fillon, je ne pense pas qu'elle l'emportera. Je pense que Fillon l'emportera tout de même, mais ce n'est pas sûr parce que Fillon a tout de même, et c'est tout de même ça qui est extraordinaire. Comment se fait-il que Fillon, qui sort du sérail, ait accumulé autant de haine de gens du sérail contre lui? C'est qu'ils ne le reconnaissent plus. Et c'est à ça qu'il faut faire attention. Ils ne le reconnaissent plus. Alors, je ne sais pas, moi de toute façon je ne pense pas que Marine Le Pen puisse l'emporter. D'abord parce qu'elle va décourager un certain nombre d'appuis qu'elle avait jusqu'à présent, et à commencer par nous. Parce que je vous garantis que, premier ou deuxième tour, je n'ai pas encore décidé pour qui je voterai et ferai voter. Ah oui, il faut qu'elle arrête ce petit jeu, un coup d'un côté, un coup de l'autre, etc. Non. Ça, je le dis très calmement, très courtoisement. Il faudra qu'elle choisisse ses alliés. Alors, je viens de voir encore dernièrement une déclaration de son gourou, un de ses gourous, Gilbert Collard. Franc-maçon, de la Grande Loge de France. Faisant allusion à des gens au Front National qui lui plaisent pas, des nationalistes qui en ont encore, parce qu'il y en a encore, et qu'il entend bien faire le ménage. Alors c'est quoi le Front National? C'est un parti juif? Un parti franc-maçon? Un parti homosexuel? Oui, peut-être les trois en même temps. C'est quoi? Peut-être les trois en même temps. Il faudra clarifier ça, sinon il n'y aura pas de vote de notre côté pour Marine Le Pen. Ça, c'est certain. Et une mise en garde. Et concernant ses propos sur les franco-israéliens, elle a déclaré récemment qu'Israël n'est pas un pays européen et qu'elle croit d'ailleurs qu'Israël... Ça revient, on retombe toujours dans ce même schéma qu'on constate avec Trump, des déclarations contradictoires. Oui. Alors, où est-elle? Comme à propos de Trump, on se dit, mais Trump, c'est qui? Marine Le Pen, c'est qui? Quand est-ce qu'elle dit vrai? Quand est-ce qu'elle pense ce qu'elle dit? Trump a réaffirmé dans son discours inaugural du 20 janvier qu'il existe un droit pour toutes les nations de placer leurs propres intérêts avant toute chose. On n'a pas besoin de Trump pour en être convaincu, franchement. Et là encore, on va voir. On va voir, parce que ces belles déclarations comme quoi il se retire de la politique de l'omniprésence américaine à travers le monde, on va voir. Je ne sais pas si vous allez me poser la question tout à l'heure, mais enfin, comme c'est tout de même un sujet connexe, j'ai tout de même relevé les déclarations de son délégué à l'ONU, je crois que c'est à l'ONU, disant qu'il fallait que la Russie se retire de Crimée. Si c'est ça qu'il veut dire, oui. Se retire, que tout pays a le droit d'être indépendant et de faire ce qu'il veut. Je rappellerai tout de même un petit détail de l'histoire, c'est que la Crimée a toujours été russe. S'il n'y avait pas eu ce curieux personnage de Khrouchtchev, jamais ça n'aurait été rattaché à l'Ukraine. Alors, Marine Le Pen dit « Je ne dis pas qu'il faille pour
chaque pays quitter la zone euro, mais c'est un choix souverain pour chaque nation. Je n'ai jamais considéré qu'il faudrait pour tous les pays d'Europe les solutions que je prône pour la France. La candidate frontiste laisse ainsi entendre que l'euro pourrait survivre à un éventuel Frexit. Elle est régulièrement appelée à une dissolution concentrée de la zone euro. Ça rejoint ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est qu'on ne sait pas finalement quelle est sa politique. Un coup, elle est contre l'Europe, etc., et ceux qui en est et l'autre côté. Et maintenant, elle semble revenir en arrière sur toutes ses positions, y compris la peine de mort. Alors, où est-elle ? Alors, concernant l'immigration, elle a fait l'assertion suivante. Ce ne sont pas les Allemands qui veulent l'accueil des migrants, c'est le grand patronat allemand. Ce ne sont pas les Français qui veulent supprimer les frontières, c'est le grand patronat français. Alors, c'est vrai en partie, mais curieusement, là encore, pourquoi est-ce qu'elle limite ça uniquement au patronat, soit allemand, soit français ? C'est le mondialisme. C'est le mondialisme, c'est la politique mondialiste. Et rappelez-vous toutes les citations de rabbins que j'ai données dernièrement dans mes conférences, se réjouissant que, en fait, grâce à eux, grâce à la politique souterraine qu'ils mènent par nos hommes politiques interposés, l'Europe est envahie par cette immigration islamique et que ça va détruire l'Europe et que donc la venue du Messie est proche. Mais vous pensez bien que même si elle le sait, elle ne peut pas se permettre de dire ça. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? À cause du politiquement correct. Mais non, ah oui, politiquement correct. Mais alors justement, quelle est son utilité ? Hein ? Elle n'est pas obligée de développer comme je viens de le faire, ou comme je l'ai fait dans mes dernières conférences, mais elle peut dire que c'est la politique du mondialisme, puisqu'elle attaque en principe, elle aussi, le mondialisme. Oui, mais après, il n'y a pas que les patrons. Là, elle n'a qu'un discours de gauche. Alors, pour l'italien Matteo Salvini, de la Lega du Nord, des peuples entiers sont remplacés sans scrupule par une immigration qui n'a rien à voir avec la solidarité. Tout à fait d'accord. C'est évident, c'est une évidence, justement. Et là aussi, rappelez-vous certaines de mes conférences à propos de l'immigration, etc. Si on veut réellement aider ces populations, c'est chez eux, pas chez nous. Parce qu'on en fait des déracinés qui ne servent à rien. Exactement. Et qui pèsent un poids considérable sur les finances du pays. C'est simplement tout ça, les aider chez eux. Cela supposerait avoir des pouvoirs locaux honnêtes et pas pourris comme ceux qui sont chez nous. Puisque l'argent qui transite de France, et pas simplement de France, mais de France dans les pays, vers les pays africains, il y a un retour pour les hommes politiques. Si bien on leur donne une somme, et les hommes politiques de ces pays africains rétrocèdent une certaine somme. On le sait, c'est de connaissances communes. Bolloré et compagnie. Bolloré et compagnie, Valls qui reçoit de l'argent, mais il n'est pas le seul. C'est un vieux truc qui date déjà de De Gaulle. Oui. Pour l'allemand Markus Pretzel de l'AfD, Israël est une image de notre avenir. Dans la façon de gérer les relations avec l'islam. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure à propos de Marine Le Pen. C'est la petite carte de visite pour pouvoir être accepté dans le club. Oui, mais aussi c'est relativement vrai ce qu'il dit dans le sens où ils vont importer leur conflit israélo-palestinien chez nous. Mais vous savez très bien ce que j'ai reproché à Éric Zemmour, justement de pousser à la guerre civile, mais c'est pas eux qui vont faire la guerre, hein. Ce qu'ils veulent, c'est pousser les milieux catholiques français et européens dans les bras d'Israël pour qu'on fasse la guerre à leur place, qu'ils ne soient pas obligés de la faire. Pour Benoît Hamon, j'abrogerai immédiatement la loi travail, je rétablirai une hiérarchie des normes. A promis l'ex-ministre de l'Éducation nationale, c'est plutôt une bonne chose, plutôt on pourrait dire, bon, mais alors, il va casser le travail. Oui, d'abord, il faudrait savoir ce qu'il entend par là. Ce sont des promesses électorales. Et je dirais, comme à propos de Valls, qui dit à peu près la même chose, dans d'autres termes, mais ils ont été au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont promulgué 49.3. Ils n'ont rien fait. Et maintenant, ils viennent promettre. Il faudrait arrêter tout de même de prendre les Français pour des crétins. Ils ont construit, quoi. Ils se condamnent eux-mêmes, au moins.
C'est pour ça que Mélenchon, finalement, est si avantageux dans cette élection présidentielle et qu'il siphonne quand même correctement les Oui, voix oui, d'Hamon, oui. hein. Bon, relativement, il est plus cohérent que les autres. Puis lui, au moins, n'était pas au pouvoir. Tandis que les Macron, Valls et compagnie, eh ben, étaient au pouvoir. Et alors, ils viennent dire maintenant le contraire de ce qu'ils ont fait. Un petit problème, là, non? Que pensez-vous des 750 € mensuels de revenus universels que souhaite créer Benoît Hamon? Avec quel argent? Non, il a renoncé. Hein. Il a renoncé, il me semble qu'il a finalement, renoncé. universel. Non, mais alors, vous vous rendez compte tout de même de la volatilité de ces candidats qui disent une chose, puisqu'ils se rendent compte, d'abord parce qu'il y a des critiques évidemment, et puis ils se rendent compte qu'il n'y a pas l'argent pour ça. Bon, et alors, revenu universel, puis c'est magnifique. Madame Bettencourt. On n'a plus besoin de travailler. Voilà, on met la clé sous la porte. On n'a plus besoin de travailler. Ouais. Hein? Et puis des gens comme Madame Bettencourt le toucheront aussi. Quoi? Des personnes comme Madame Bettencourt le toucheront également. Ah ben exactement. On a Est-ce que besoin. vous trouvez normal que, au nom de l'égalitarisme démocratique, que toutes les couches de la société, des plus riches aux plus pauvres, reçoivent la même chose? Vous trouvez ça normal? Bien sûr que non. Bon. Non, mais c'est aberrant. Et comment ces gens qui se disent de gauche, donc à gauche, dans l'imagerie populaire, qui défend les prolétaires, le peuple, etc. Mais c'est aberrant. Et je voudrais revenir aussi sur une chose, parce que, bon, par les temps qu'il fait, on croise beaucoup dans la rue des malheureux SDF qui se protègent comme ils peuvent, qui se mettent sur des grilles d'aération du métro, etc., etc. Et si on utilisait cet argent pour construire des refuges pour ces malheureux, au lieu de leur donner des taudis, parce qu'on a régulièrement des témoignages de SDF, le discours officiel est de dire « Ah oui, mais ils ont des centres d'accueil, etc. » Ces centres d'accueil, c'est quoi? Ce sont des taudis. Oui. Après les témoignages des SDF qui ne veulent plus y retourner parce que c'est sale. Et en plus de ça, très souvent, ils se font détrousser à l'intérieur. Ouais, c'est dangereux. Ouais. Mais par contre, quand on voit à la télé les logements neufs Pour les migrants. fabriqués pour les migrants, eh bien, si on en faisait autant pour les SDF, à mon avis, ils se précipiteraient. Mais voilà, c'est ça. Ceux qui nous gouvernent sont pour l'étranger contre nos nationaux. C'est bel et bien un remplacement. C'est un remplacement. Voilà. Alors, Hamon, en fait, est pour la légalisation du cannabis. Pour tuer tous les trafics, selon lui. Tandis que Valls s'y oppose. Qu'en pensez-vous? On dirait presque un jeu de rôle entre les deux. Vous savez l'histoire du bon policier, du méchant policier quand on interroge un suspect. Oui. Donc Hamon qui sort son truc, bon il faut libéraliser parce que comme ça il n'y a pas les trafics. Ah bon d'accord? Ouais. Mais alors là on passera au trafic de l'héroïne et de la coca, la cocaïne. Et quand Valls dit ah non je suis contre ça, mais il se présente comme un chevalier blanc. Voilà, oui tout à fait. Ouais. Il faut vraiment prendre les Français pour des crétins, ce qui n'est pas totalement faux, hélas. Par contre, les deux socialistes s'accordaient notamment pour la PMA. Donc pour la procréation médicalement assistée. Donc si je comprends bien, ils sont pour. Oui, tous les évidemment. 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 Donc marchandiser le corps des femmes. Tout à fait, mais c'est toujours cette mentalité au nom du progrès, d'une certaine idéale de l'homme, qu'il faut le laisser libre, etc. etc. Mais ce qui est sous-jacent, comme vous dites, c'est qu'on marchandise le corps de la femme, et puis le but final, en fait, c'est détruire tous les tabous. Sous prétexte de détruire tous les tabous, c'est détruire la société, toutes les bases sur lesquelles la société repose. Mais ça passe par ce truc-là, ça passe, qui n'est qu'une conséquence. C'est la conséquence de la théorie du genre, etc., etc., etc. C'est l'anti-nature, l'anti-ordre naturel. Alors certes, la liberté de certains, mais pas d'autres, parce que les femmes qui, elles, sont obligées en plus de... Donc là aussi, de la part de Jean de Gauche, c'est utiliser une femme pauvre qui essaye de se faire de l'argent en fabriquant un gosse pour des gens qui ont de l'argent.
Elle est où la justice sociale? Oui, bien C'est sûr. ce que j'allais dire, mon cher Jean. Elle est où? Exactement, la justice sociale. De ces gens qui sont les grands défendeurs du peuple. Oui, oui, oui. Oh non, mais mon Dieu. C'est triste. Hein. Alors, juste avant Non, son c'est départ... c'est plus que triste, c'est révoltant. Ouais, oui, c'est révoltant. C'est révoltant. Ouais, oui, c'est révoltant. Ouais. Juste avant son départ, le ministre de la Culture a décidé d'assouplir les critères d'interdiction pour les films, pour les personnes de moins de 18 ans. Les mineurs pourront visionner des films violents ou explicites. Explicites sexuellement, etc. Enfin, est-ce que vous avez un commentaire là-dessus? Oh que oui, D'ailleurs, c'est pas la première fois que je la prends en ligne de mire. C'est l'actuel ministre de la Culture, Oh, ouais. une certaine Audrey Azoulay, qui est une juive marocaine, Ah oui, Azoulay. qui, là aussi, elle fait tout. Ce sont des pourrisseurs dans l'âme. Et puis, Des pourrisseurs dans l'âme. Et voulez-vous me dire quel est l'intérêt, au point de vue sociétal, de rendre visualisable pour des jeunes de moins de 18 ans des films explicitement pornographiques avec scènes de pénétration authentique, hein? Oh. C'est pas du faire semblant. ouais, ouais. Vous imaginez les dégâts que ça fait dans les cervelles Ah oui, de sur jeunes les ados enfants, ouais, bien sûr, bien sûr. partagés entre la drogue d'Internet, les jeux vidéo et la drogue, tout simplement. Oui, oui. Voilà, ils sont en train de fabriquer une jeunesse qui n'a plus de neurones, Oui. qui n'a plus que de bas instincts en dessous de la ceinture. Pas besoin de faire un dessin, quoi. Ouais. Et c'est quoi tout ça? On retombe dans les protocoles des sages de Sion. Et dernièrement, elle a autorisé une représentation blasphématoire de Jeanne d'Arc à Lyon, fin janvier. Mais exactement. Ben, ça va avec. Ça va avec. Là encore, détruire tout l'aspect, je dirais, surnaturel qu'il y a dans notre histoire de France, notamment au travers de Jeanne d'Arc, rabaisser, avilir, détruire, ces gens sont des destructeurs et des pourrisseurs. C'est pour ça que, je ne sais pas si on y arrivera un jour, mais le jour où ça leur reviendra sur la figure, ils ont intérêt à être loin. Alors, Attendez, on a oublié une chose. J'ai eu des petits échos, je crois que vous m'avez confirmé d'ailleurs tout à l'heure, que Marine Le Pen avait été invitée à la Grande Loge féminine de France. Vous le confirmez? Je le confirme. Ouais. encore un élément. Encore un élément d'appréciation sur Marine Le Pen. Et Macron sort de la GODF. Exactement. Or, quel est un des principaux éléments du Rassemblement Bleu Marine? Gilbert Collard, qui est de la Grande Loge nationale de France. C'est pour ça que je disais, est-ce qu'on va être obligé de finalement considérer le Front National comme un parti juif, franc-maçon et homosexuel? Ils sont obligés de porter allégeance. Alors, est-ce que tout ça c'est du cinéma pour se faire élire, mais est-ce qu'on peut se faire élire sur des mensonges? Il y a une formule que j'avais, et notamment par rapport à mes enfants, qui me disaient, oui mais écoute, bon, défendre ses idées c'est bien, mais enfin que ça passe pas toujours facilement, etc. Et je leur ai dit ceci, vous n'êtes pas obligé de dire toute la vérité, parce que justement ça peut mal passer. Mais ne dites jamais quelque chose de contraire à la vérité. Oui, sont mes influences jésuitiques encore. Mieux vaut se taire finalement que de... Mieux vaut se taire, tout au moins. Et vous savez très bien, une de mes formules, c'est de dire, quand vous discutez avec des gens, insinuer le doute. Il faut rendre les gens qui croient dans les médias, il faut en faire des incroyants. Des incubes. Insinuer le doute. Oui, des sceptiques, Par quoi. exemple, on dit, mais est-ce que vous ne croyez pas que tout ça est téléguidé? C'est tout de même curieux, c'est bizarre, comment ça se fait qu'un tel soit à ce point accusé et vilipendé, alors que les autres, je pense à Fillon bien entendu, alors que les autres qui en ont fait autant, et c'est légal, on n'y touche pas. Alors dernièrement, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, il y a une proposition qui rejoint ce que Fillon a demandé dernièrement en disant, moi j'ai rendu public
ma feuille d'impôt, etc., mes avoirs, je demande à ce que tous mes concurrents fassent autant. Donc ça circule sur les réseaux sociaux, j'ai signé le truc, j'ai vu qu'à la suite de ma signature, tout un groupe de personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux ont sonné. Et alors c'est amusant parce que je ne sais plus quelle est l'organisation qui a lancé le truc de cette signature, je reçois régulièrement sur le thème, suite à votre signature, un tel a signé aussi. Donc, vous vous rendez compte vous voyez l'influence que l'on peut avoir au travers des médias sociaux. On peut lancer des mouvements. C'est le pire. Alors, on n'en a pas parlé, mais est-ce que vous pensez tout simplement que les élections présidentielles auront lieu on a le droit de se demander ça suite, par exemple, aux derniers attentats, tentatives du moins, ou le Louvre, Diane, Montpellier. qu'est-ce que j'ai dit il y a déjà un certain temps que je m'attendais au moment des présidentielles à un gros attentat ou quelque chose pour essayer de bloquer. Oui. Ça va dépendre. S'ils se rendent compte que Fillon remonte dans les sondages et qu'ils n'arrivent pas à s'en débarrasser, qu'est-ce qu'ils vont faire? Une balle dans la peau un attentat contre Fillon, c'est toujours possible. C'est évident. C'est comme ça, l'état de siège, etc. On ne peut pas faire les élections, vous vous rendez compte, les attentats qu'il pourrait y avoir dans les bureaux de vote, etc. On est obligé de remettre ça, etc. Et on reste au pouvoir. Oui. On reste au pouvoir. Ça, la démocratie. Et vous vous rappelez la formule de Maurras quand il disait « La République gouverne mal mais se défend bien », on s'en rend compte. C'était une formule assez juste. Selon Marine Le Pen, lors d'une conférence de presse, lors de sa réunion de Koblenz, nation, maîtrise des frontières, patriotisme, identité, c'est au nom de ce pacte des idées que M. Trump a été investi. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je voudrais justement savoir ce que j'en pense. Parce que quand je vois les déclarations contradictoires de Trump, je me dis, mais finalement, qui est Trump? Oui. Il y a de tout. Il est contre le establishment américain, contre les banques, etc. Et qui nomme-t-il comme proches collaborateurs des gens qui sortent de la Goldman Sachs? Ah oui. Ça colle pas. Alors, on nous dit, ah oui, mais il est contre Israël et ceci. Non, pas d'accord, parce qu'il déclare aussi que... oui, qu'il y a des colonies apparemment à maintenir. Il est justement pour les colonies, et je viens de voir une chose tout dernièrement en plus, c'est que Obama, dernièrement, a fait une enveloppe pour les Palestiniens, pour les aider à survivre. Bon, c'est toujours le... Il essaie d'équilibrer pour ne pas avoir l'air d'être trop pro-israélien. Eh bien, Trump a dit qu'il couperait ça. Alors, qui est Trump? Alors, il fait des déclarations, oui, il a fait des déclarations pour être élu. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir des cocus. Mais là, dernièrement il s'est pris les foudres de l'anti-defamation League, parce que dans son discours, il n'a pas parlé de l'Holocauste. Alors, ben voilà, ça fait partie des choses que l'on remarque avec lui, c'est que, où est-il? Qui est Trump? Un coup il est pro-israélien, un coup il est anti-israélien, un coup il est pro-juif, un coup il est anti-juif. Il se fait taper par moments par certains juifs, il se fait féliciter à d'autres par d'autres juifs. C'est du n'importe quoi. Et donc Marine Le Pen, pour vous, c'est la même Marine Le Pen, ça tient la même chose. Marine Le Pen, ça tient la même chose. Il n'y a pas de véritable ligne directrice. C'était déjà un petit peu, beaucoup le défaut de son père, c'est que ces gens ne raisonnent pas en fonction d'une idéologie qu'ils veulent défendre, mais en fonction de ce qu'ils pensent que telle phrase va leur apporter des électeurs supplémentaires et les rapprocher du pouvoir. Viktor Orban se félicite que les pays européens aient la permission des USA de se diriger eux-mêmes. Je pense qu'il l'a dit sur un ton ironique. Ouais. Et incontestablement, Orban est un homme qui est intéressant, au point de vue ligne politique, et absolument intéressant. Il défend les intérêts de son pays, il se rapproche de plus en plus de la Russie. Sa politique vis-à-vis des migrants a été quelque peu remarquée à Bruxelles, et ça n'a pas plu. Bon,
On pourrait le naturaliser français. Alors les médias du Kremlin, Russia Today et Sputnik News mettent de plus en plus en lumière le combat féroce que se livrent Trump et Soros. Je cite un exemple de Sputnik. Monsieur Soros a financé ou a entretenu d'étroites relations avec au moins 56 partenaires de la Marche des femmes. Il s'agit entre autres de Planned Parenthood ou du Conseil national de défense des ressources, structures connues pour leurs oppositions intransigeantes envers le nouveau président des États-Unis, Donald Trump. Ou encore de MoveOn.org, organisation farouchement pro-Clinton, et le National Action Network, salué par l'ex-locataire de la Maison Blanche, Barack Obama. Comment cet affrontement va-t-il, selon vous, se terminer ? C'est très curieux, parce qu'effectivement, on voit ce genre d'informations. L'impression que l'on peut avoir à ce sujet-là, c'est qu'il y a probablement aux États-Unis l'affrontement de deux clans juifs. Oui. Un clan juif autour de Soros, pas besoin de vous faire un petit dessin, qui est un juif d'origine hongroise, et un clan juif qui semble bien présent autour de Trump. C'est très curieux. Moi, pour l'instant, je me contente d'observer. Rappelez-vous la question que vous m'aviez posée au début de la montée en puissance de Trump. Et vous me disiez, qu'est-ce que vous en pensez ? Je lui dis, Trump, moi, c'est pas, je le sens pas, j'aime pas cet individu, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est la réaction que démontre sa montée en puissance. C'est ça qui est intéressant. Bon, mais je me répète, que j'ai dit tout à l'heure, à mon avis, il va y avoir des cocus. Oui. Et vous pensez que, en fait, Vladimir Poutine en ferait partie de ces cocus ? Vladimir Poutine, si réellement, comme certains l'en accusent, a poussé Trump en révélant certaines choses via Wikileaks contre Dame Clinton, oui, pour une fois, j'ai l'impression que c'est pas la toute première fois. Il a déjà été eu dans l'affaire la Libye. Vous vous rappelez l'affaire la Libye ? Comment il s'est fait prendre de court par les Américains et Sarkozy et Bernard-Henri Lévy, qui ont poussé de toute leur force à l'intervention très très rapide en Libye, et Poutine a été mis devant le fait accompli. Et à mon avis, d'ailleurs, ça explique beaucoup de choses par la suite, il n'a pas pardonné. Et quand Poutine, on lui fait une crasse, il vaut mieux prendre un parapluie après. Donc je ne sais pas comment tout ça va tourner, mais alors on parle maintenant aussi, enfin c'est petit Macron et ses partisans qui commencent à pleurnicher, peut-être parce qu'ils se rendent compte que leurs bases sont absolument très faibles, que cela repose sur du vent, qui commencent à dire « Ah oui, mais Poutine serait en train d'essayer de déstabiliser Macron, etc. » Ou alors il voudrait, soi-disant, assister Marine Le Pen pour les élections. Oui. Alors, de deux choses l'une. Ou Macron s'effondre très rapidement, très prochainement, parce qu'il n'y a rien. C'est une bulle. Il n'y a rien. Qu'il évite soigneusement de donner son programme. Même Le Monde l'a remarqué dernièrement, je crois que c'est hier dans un numéro du Monde. Ou bien, avec toute l'aide médiatique, on continue à créer le personnage Macron. Est-ce que les Russes réellement vont avoir une action là-dessus ? Je n'en sais rien. C'est la bouteille à l'encre. Hein. Vraiment, c'est la bouteille là. La seule chose sûre, c'est qu'on voit très bien qu'il est l'adversaire premier de toute cette mafia. C'est fier. Et je dirais même peut-être plus que Marine Le Pen. Oui, parce qu'ils veulent se servir de Marine. Mais bien entendu. Et donc, je ferai remarquer ça à tous les... Enfin, il n'y en a pas beaucoup, mais j'ai un certain nombre de correspondants. Ah oui, mais Fillon, c'est ceci. Ah oui, mais Fillon, c'est cela. Et j'ai beau leur dire, mais écoutez, si Fillon est autant attaqué que ça, pourquoi ? Ah bah Pourquoi oui, Pourquoi ? C'est la meilleure démonstration, ce que je disais tout à l'heure, que le système dont il est issu ne le reconnaît plus, comme un des leurs. C'est élémentaire, mon cher Watson. Absolument.
Vous ne pensez pas que ça va se retourner contre eux, parce que une telle haine déversée, les gens qui avaient un... Oui, mais il faut compter avec l'imbécilité des gens quand je parle, et pas simplement le français moyen qui est assis tous les soirs devant sa télé, midi et soir d'ailleurs, au repas de midi aussi. Il y a dans le milieu des gens. J'ai remballé sèchement une de mes correspondantes qui chante mes louanges, etc., parce qu'elle ne comprenait pas. Et Monsieur Ploucave, vous ne comprenez pas. Mais Monsieur Fillon, c'est ceci, Monsieur Fillon, c'est cela. Bilderberg, alors qu'est-ce qu'on nous a pas, qu'est-ce que je n'ai pas entendu au sujet de Fillon, Bilderberg? Ben oui, et alors? C'est un homme politique. Que font les Bilderberg? Ils essayent d'attirer des gens. C'est pas parce qu'on est invité à une réunion des Bilderberg qu'on en fait partie. C'est un petit peu le lieu commun avec Robert Ménard. Mais exactement. Donc, je dis, attention, réfléchissez un petit peu à tout ce montage. Pourquoi est-ce que Fillon et les siens sont tellement attaqués? C'est qu'ils dérangent. Ah bon? Et pourquoi dérange-t-il? C'est la question qu'il faut se poser. Que devient le nouvel ordre mondial? Il va très bien, merci. Il va très bien. Il va très bien. Bon, alors, oui et non quand même, parce que grâce à Poutine, notamment en Syrie, le nouvel ordre mondial, qu'on peut appeler l'ordre américano-sioniste, messianique, a pris tout de même un bon coup dans l'aile. Mais il continue, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Quand on voit que, encore une nomination curieuse de la part de Trump, le général Mattis, celui que les Américains appellent de Mad Dog, le chien fou, qui envoie renfort sur renfort sur renfort dans les pays baltiques, avec des armes lourdes, c'est pas un signe d'amitié vis-à-vis des Russes, que je sache. Ça, c'est sûr. Donc voilà, le mondialisme est toujours en marche, avec le petit Trump. Les mondialistes vont-ils s'adapter et contre-attaquer? Ne font-ils que lâcher du lest en attendant de se reprendre? Du lest? Où voyez-vous qu'il lâche du lest? Hein? Du lest, Trump, quelque part, c'est un petit peu du lest. Quelque part. Dans sa recherche de souveraineté, on va dire. C'est reculer pour mieux sauter. C'est même pas ça, je crains malheureusement que ce soit le double visage. Oui. Que véritablement, Hillary Clinton aurait été lâchée par le système? Non, pas dans ce sens-là, mais que, comme toujours, le système trouve un pseudo-opposant qui va pouvoir poursuivre la même politique. C'est dans ce sens-là que je le dis. L'UE et l'OTAN sont inquiets d'un manque de direction américaine. J'en suis pas convaincu. Pour les raisons, on en a déjà parlé d'ailleurs. Le changement de cap de Trump ne met-il pas à jour l'état de servitude consenti et pervers des élites? Ça c'est évident, ça c'est évident. Mais quand je vois, et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, puisque tout de même tout ça est un petit peu mélangé, c'est que quand on voit que le représentant de Trump aux Nations Unies reproche à la Russie, on dit que la Russie devrait se retirer de Crimée, que son général Mattis envoie des armes de plus en plus lourdes et en quantité avec des troupes dans les pays baltes et en Pologne, il y a un petit problème là, j'ai l'impression. Mais non, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Non. Non, on a l'impression qu'ils avancent derrière un rideau de fumée. Oui. Et alors, concernant l'évolution du Brexit, May propose de sortir même du marché commun. Farage se multiplie aux USA et en Europe. Bon, alors, Farage, oui, bon, d'accord, mais je vois pas très bien la liaison entre les deux trucs. Farage est pas européiste du tout, c'est évident. Moi, ce que je constate dans cette histoire du Brexit, c'est que on nous a seriné sur tous les tons que ça va être la fin de l'économie anglaise. Alors, c'est le contraire. pas du tout. C'est le contraire. Alors la livre a plongé, elle a plongé parce que certains ont voulu la faire plonger justement pour faire peur,
Mais finalement, que la livre sterling se dévalue, c'est tout bénéfice pour l'industrie anglaise, qui peut vendre beaucoup plus facilement. Alors on dit, ah oui, mais alors comme la livre est moins chère, on doit acheter certaines denrées beaucoup plus chères. Bon, c'est un équilibre. C'est un équilibre. Et je regrette beaucoup, les finances anglaises sont très bien, meilleures que les nôtres. Quelle est la différence? C'est qu'eux sortent de l'Europe et nous, on y est toujours. Ils n'ont jamais été vraiment dans l'Europe. Ils n'ont jamais été réellement dans l'Europe, ils en ont pris ce qui leur convenait. Ils ne sont pas fous, eux. Les Anglais ne sont pas des idéologues, sont des pragmatiques. Je crois que vous l'aviez dit tout à l'heure, mais la première mesure de Trump sur le retrait du TPP, là, c'est la fin du financement des ONG pro-avortement, mesure radicale pour l'emploi. Alors là aussi, c'est un élément qui m'interpelle, comment dire, au sujet de Trump. Il y a des choses, incontestablement, des décisions qu'il prend ou des déclarations qu'il fait, qui semblent tout à fait dans ce que nous défendons. Mais là encore, quel est le véritable Trump? Est-ce que ce qu'il dit, est-ce que ça va être fait? Je répète, je suis obligé de me répéter. Attendons de voir quels vont être les actes. En tout cas, le premier acte, il a quand même annulé les financements des pro. Apparemment, oui. Apparemment, oui. Mais là aussi, il y a tout de même un problème d'équilibre chez cet homme. La décision qu'il a prise de verrouiller les frontières aux immigrés. Or, parmi ces immigrés, il y a des gens qui travaillent aux États-Unis. Ils sont dans les universités américaines. Et dans ce genre de décision, ce qui me dérange toujours, c'est la globalité. On ne examine pas catégorie par catégorie. Qu'il faille réduire l'accès dans un pays à une vague de migrants, tout à fait d'accord. Mais s'il y a des gens qui travaillent déjà là-bas, il y a un problème. C'est pas possible. Donc, il y a une espèce de déséquilibre dans ces décisions qui me dérange. Et qui va montrer justement le côté néfaste de sa politique. Mais exactement, c'est caricatural. Caricatural, justement. Et puis les Mexicains ne sont pas des musulmans. Les Mexicains ne sont pas des musulmans. Bon, alors, ceci dit, là aussi, Trump pourrait dire ce que je dis au sujet de nos émigrés, c'est au Mexique qu'il faut les aider, pas aux États-Unis. Alors qu'il a au contraire décidé de retirer les aides des États-Unis envers le Mexique. Oui, ben justement, ça colle pas. S'il retire les aides, ces malheureux Mexicains vont être tentés encore plus d'essayer de trouver de quoi manger ailleurs, donc aux États-Unis. Mais il faut voir aussi, pas besoin de nous faire un petit dessin, que le pouvoir mexicain est un pouvoir mafieux, maçonnique, etc. Rappelez-vous l'histoire des Cristeros. Qui est tenu par les États-Unis. Qui est tenu par les États-Unis. Le Mexique est une création maçonnique américaine. La Russie, la Syrie et l'Iran sont ravis du changement prévisible de politique étrangère des USA. Que pensez-vous des pourparlers d'Astana ? Je crois que j'en ai déjà parlé en principe. Bon, c'est que j'ai l'impression qu'il se trompe. Et d'ailleurs, je voudrais relever ce qu'a dit Sergueï Lavrov, qui est le ministre des Affaires étrangères russe, qui est tout sauf un imbécile, qui disait sa déception justement de la politique de Trump, en disant, non. Ça va pas aller. Ça va pas aller. Et un mot sur le 47e forum de Davos. C'est une foire. Plus amusant, ça a été le show qu'a fait le président chinois. C'est absolument ce communisme chinois qui devient la puissance capitaliste la plus importante au monde, c'est assez amusant. Je ne sais pas comment expliquer ça, c'est incroyable. Il est allé faire son show pour dire, vous voyez, comment nous réussissons, etc. Et il est allé donner des leçons à ceux qui tirent les ficelles du forum de Davos. C'est assez amusant. Mais il est allé à Davos, qu'on ne vienne pas nous dire qu'il est Bilderberg ou ceci ou cela. Voilà, mais c'est
ça, mais qu'on regarde les choses, les faits. Ouais. Il faut regarder les faits. Point. Surtout que la communauté juive en Chine est persécutée. Hein. Il y en a zéro. Oui, et reste ici un petit... Et justement, alors bravo Diane, parce que là je sais pas si probablement vous avez dû voir la même information que moi, décision du président chinois justement de réduire de plus en plus la communauté juive en Chine pour lui faire oublier jusqu'à ses racines. Oui, tout à fait. Ils ont supprimé la dernière synagogue, donc comme ça... On va devenir chinois. Ah oui, c'est gens sympathiques. Hein. Alors, continuons sur la religion. Oui, sur la religion. Une enquête sur l'élection du pape François a été demandée par des journalistes traditionnalistes. Selon eux, un changement de The Remnant, c'est une revue traditionnaliste américaine. Alors que, donc selon eux, un changement de régime du Vatican a été conçu par l'administration Obama. Alors, c'est très possible, et alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de mon éditorial qui s'appelait « Ils l'ont eu ». C'était à l'époque où Benoît XVI, où on apprend que, je crois que c'était en janvier 2013. On apprend que brusquement, la Banque d'Italie décide de ne plus honorer les chèques, enfin les transactions avec la Banque Vaticane. Information qui tombe comme ça. Donc, plus de contact, Banque Vaticane étouffée, étranglée. Et qu'apprend-on quelque temps après que Benoît XVI donne sa démission. Alors, donc, on voit très bien le poids de la finance au travers de la Banque d'Italie. Et cette affaire qui sort de ces traditionalistes américains accusant l'administration Obama d'y être pour quelque chose, eh bien, ça colle parfaitement avec ce que j'avais exposé à l'époque. Oui. Et alors, quelles seraient les conséquences si, par exemple, une enquête était... Alors, il y a une chose qui se passe incontestablement au Vatican, c'est qu'il y a un certain nombre de cardinaux qui commencent à se dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce personnage de François ?» Et apparemment, il y aurait en train une opération de destitution. Et donc Benoît XVI pourrait revenir. Ah non, ça je ne pense pas, non, puisque ça je crois qu'il est trop âgé. Non, non. Mais rappelez-vous, pour moi, Benoît XVI, c'était le meilleur pape possible à l'époque. Et il a tout de même, rappelé que la messe tridentine, la messe traditionnaliste, n'avait jamais été interdite, alors que tous les milieux progressistes, modernistes, etc., nous disaient, voilà, messe traditionnelle, c'est terminé, c'est interdit, etc. Ça n'a jamais été interdit. Sur l'histoire de l'homosexualité, alors toute une bande non seulement de gens douteux, mais y compris dans nos milieux, sont basés sur le livre d'une juive américaine, une certaine Engel, qui disait que Benoît XVI était homosexuel, que son secrétaire c'était son petit mignon, etc. Mais quelle preuve là encore? Or, et je l'avais révélé à l'époque dans la politique, c'est Benoît XVI qui a donné des ordres pour que dans les séminaires, avant de laisser monter plus loin des candidats à la prêtrise, on examine leur comportement, pour voir s'ils n'avaient pas des tendances homosexuelles. C'est Benoît XVI. Oui. Donc il y a un petit problème là quand même. Calomnier, il en restera toujours quelque chose. On retombe dans l'affaire Fillon, dans tous ces trucs-là. Passe donc à la partie nos milieux. Une question surtout sur de l'ESCA, qui ne cesse de vous attaquer sur Twitter et plus particulièrement ces derniers jours. Y voyez-vous une raison? Oh que oui. Oh que oui, ben C'est vos déclarations de la dernière fois, sur vos vidéos, vous l'avez remis quand même. Mais bien entendu, il sait très bien que je ne le lâcherai jamais, tant qu'il se comportera comme il se comporte. Alors, j'en ai parlé effectivement la dernière fois, l'histoire de ma mère musulmane et compagnie, n'importe quoi.
auquel j'avais répondu que, étant donné que lui était né au Maroc, il était marocain, etc., etc. Et puis je remets toujours la litanie de sa fameuse déclaration que la nation française est née avec la Déclaration des droits de l'homme 1789, ce qui est totalement maçonnique comme déclaration. Et alors, dernièrement, là, j'ai eu droit à des attaques. Alors, ça a été vraiment la salve. La salve. Alors, de lui, et puis de 4 ou 5 pseudos se réclamant de lui, comme si c'était des fidèles. Des suiveurs. Et c'est curieux, mais ça s'est brusquement interrompu quand j'ai répondu, suite à l'un des trucs de ces soi-disant fidèles, je lui ai mis textuellement mon petit Lesquin. C'est pas la peine de continuer comme ça, je sais très bien qui est derrière. Perdez pas votre temps, ça ne me fera pas changer. Et depuis, silence, plus rien sur la ligne. Bon, il a peut-être des pulsions, on verra la prochaine pulsion. Oui. Mais alors, le plus amusant, c'est que vous avez vu dans la politique ce truc assez intéressant. Sur ses origines. Sur ses origines. Vous alliez poser une question là-dessus ? C'était la suivante. Oui. Ah bah alors posez la question, que je puisse y répondre. Mais c'est aussi expliquant peut-être cela aussi, parce que... Ah bah je ne sais pas le dire. Dans le dernier numéro, c'est ça ? Tu l'as la question ? Oui, dans le dernier numéro de la politique, vous faites allusion aux origines juives de Lesquin. Bon, alors là encore... Article issu de la LDJ, je crois. Ah oui, alors... Oui, là, attendez. Alors là, justement, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que de par le nombre de correspondants, je reçois des documents qui viennent, on dirait, à point nommé, mais c'est extraordinaire, à point nommé pour répondre à un individu ou répondre à une question. Et parmi ces documents, j'ai reçu justement l'information, et alors, c'est très intéressant parce que c'est pas du tout un milieu de droite nationaliste ou autre qui sort ça, c'est la Ligue de défense juive, et pour la petite histoire, vous vous rappelez des déclarations fort peu élégantes de Lesquin au sujet des rescapés de la Shoah qui, à 80 ans, étaient encore en parfaite santé, la grosse Simone Veil et compagnie, Dixit, Lesquin, etc. Donc, cette déclaration de la Ligue de défense juive, en fait, était une réponse à Lesquin qu'il traite de faux frères. Ouais. Alors, je vais vous lire ça. C'est donc dans mon éditorial du dernier numéro de la politique, dans le numéro, une erreur de... Bon, bref, sur la numérotation, c'est pas grave, mais le texte est tout de même très intéressant. Alors, c'est titré « Henri de Lesquin ou l'antisémite qui veut cacher sa grand-mère juive » by Ligue de défense juive du 23 octobre 2016. Donc, c'est tout de même assez récent. Alors voilà le texte. J'ai lu sur votre généalogie que votre grand-mère maternelle avait pour patronyme Médina. Or, Médina est un nom purement juif séfarade. C'étaient des descendants de ces malheureux juifs espagnols qui avaient été au XVe siècle, qui avaient dû au XVe siècle fuir l'Inquisition sous Torquemada. Nos rabbins nous enseignent qu'un enfant est juif s'il est né d'une mère juive, ce qui rend vos propos plus ignobles encore. Et j'ai la référence, donc le HTTP, etc., qui ramène à la Ligue de défense juive. Vous avez dit l'article de 2013, mais c'est 2017, je crois, non ? 16. 2016. 21 octobre 2016. Et alors, ça nous fait penser à ces juifs antisémites, comme il en existe de temps en temps. Oui, mais le problème, là encore, c'est que, bon, Lesquin navigue dans un milieu de droite, au sens très très large du terme.
Rappelez-vous que Lesquin a été invité par le petit Jérôme Bourbon à son banquet anniversaire de Rivarol. Donc, Lesquin, qui veut être président de la République, qui se présente en principe, je ne sais pas s'il aura les signatures, essaye d'attirer les milieux de droite, quelque peu antisémites, par des déclarations comme ça. Et il reçoit en plein figure le pavé de la Ligue des Évangéliques en disant « Toi, tu es un faux frère ». Donc, c'est un homme qui, on pourrait dire, un juif honteux. Ah oui. Oui. Un juif honteux. Mais qu'il soit de cette origine, mais ça m'indiffère totalement. Mais il faut que son comportement soit logique, cohérent. Bah oui. Or là, il joue sur tous les tableaux. Sur tous les tableaux. Hein? Mais ça explique beaucoup de son hystérie. Ça explique beaucoup de son hystérie. C'est toujours du grand spectacle, en fait. Et rappelez-vous, je crois qu'il y a eu 2 articles, 2 numéros de la politique qu'on a consacrés, ou tout au moins c'était à l'intérieur de la politique. Là encore, c'était un de nos correspondants. On avait, ou j'avais, je ne sais plus, c'était moi ou un de mes collaborateurs, on avait accroché Lesquin sur je ne sais pas quel sujet exactement. Et on reçoit un document d'un de nos correspondants nous disant « Mais vous savez, il y a une chose très curieuse, c'est que quand on va sur Wikipédia regarder la notice Lesquin, on voit le blason de sa famille, donc cette branche Lesquin. Or, je suis un héraldiste, nous écrivait ce correspondant, je suis allé voir dans le livre de la noblesse de France, toutes les branches Lesquin, il n'y en a aucun qui correspond au blason de Lesquin. Dans la semaine qui suivait la publication de notre numéro, où on reproduisait tout ça avec tous les blasons, vous vous rappelez, il y avait tous les blasons des différentes branches Lesquin, avec celui de Lesquin, le blason qui était sur Wikipédia disparaissait, et on ne le voit plus. Blason sur lequel il y avait d'étranges étoiles. Non. Étrange étoile, alors, au point de vue héraldique, certains peuvent vous dire que ça correspond à la molette de l'éperon. D'accord. Ah. Admettons. Mais enfin, c'était tout de même curieux. Oui, c'est curieux. Donc, vous voyez le personnage. Et en tout cas, il a supprimé Donc, son... faux catholique, parce que tout de même d'origine juive, donc c'est un maran. C'est un maran. En fait, oui. Qu'est-ce que c'est que ce noble, soi-disant noble, qui présente un blason qui correspond à rien? Voilà le personnage. Et nous avons aussi une petite annonce à faire pour des DVD de votre conférence qui seront... Excellente chose, oui disponible. Diane, et alors grand merci, très très grand merci, justement. Oui, donc là il faut annoncer que... Alors ça, c'est un outil que l'on veut mettre à disposition pour ceux qui veulent constituer des cercles, qu'ils appellent ça comme ils voudront, une cellule, un cercle national, etc., pour rassembler des amis autour d'un pot et autour de leur télévision, et justement par le biais d'un DVD, ils pourront beaucoup plus facilement que par un simple ordinateur portable ou pas, projeter pour un groupe de 4, 5, 10 personnes, etc., telle ou telle de mes conférences. Oui. Donc ce sera un outil de travail. Donc on pense sortir ça autour de 15 €. Ce sera probablement pour le mois prochain. Donc dès que ce sera prêt, ce sera annoncé dans la politique, ce sera annoncé sur les réseaux sociaux et ce sera annoncé dans nos activités sur le site et lors de notre prochain entretien. Mais merci à vous Diane, puisque vous allez être la cheville ouvrière de cela. Je vous en prie. Eh bien, nous avons fini notre entretien. Merci, Monsieur Poincaré. Mais merci à vous. Merci à vous, parce que je ne pourrais pas grand-chose si je n'avais pas vraiment des collaborateurs dévoués comme vous. Et comme tous ces collaborateurs que je ne connais pas nécessairement, qui me transmettent des documents, mais on dirait qu'à chaque fois que j'ai besoin d'une arme, elle me tombe dans les mains, venue du ciel, je ne sais pas, elle me tombe entre les mains. Parce que vous avouerez que ce truc, la défense de l'Église juive, ça va faire mal. Ça va faire mal.
Merci, M. Bouquet. Merci. Un grand merci à vous tous.